vous souvenez absolument tous de ça. Oh, le nerf. Quelle réception! Quelle réception! Quelle réception! Oh, le geste, la première main d'Antoine Brizard sur une réception parfaite d'El Capet. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, ça c'est l'équipe de France de volley en finale des Jeux Olympiques, à 2 points de remporter la victoire. Celui qui vient de mettre le point, c'est Antoine Brizard, le passeur de l'équipe de France. Il a fait ce qu'on appelle une deuxième main, ou parfois une quéquette aussi, hein, et du coup ça donne des trucs assez marrants en interview, je vous laisse regarder. L'anecdote que j'ai sur Antoine, c'est qu'on a quand même été champion olympique grâce à sa quéquette, parce qu'il a su la sortir quand il fallait. Tout le monde parle de la quéquette à Brizard. Et ça, mais il la sort au bon moment et il a fait une superbe quéquette, quoi. Superbe quéquette, un moment important. Je sais pas si tout le monde l'aurait fait. En tout cas, pour le bien de l'équipe, il l'a sorti et on est vainqueur, quoi. Donc, je vais me faire censurer sur YouTube à cause de conneries. quéquette, c'est mignon, ça va. Et ce geste, il est fou. Parce que même si ça reste quelque chose de commun dans le volley, une deuxième main, c'est normalement pas quelque chose que tu fais en finale des Jeux Olympiques. À 13-12, dans le 5e et dernier set qui se joue en 15 points, c'est tellement impensable, tellement improbable, et pourtant, Antoine l'a fait. Le geste, il est fou en fait, on se le dit souvent, mais tu pourrais presque jouer une carrière là-dessus, tu sais, dans le bon et dans le mal, parce que les gens pourraient aussi se rappeler du le 13-12, on a le side, recette parfaite d'Erwin. Tu sais, la recette parfaite, il peut jouer simple et faire un 80% à l'attaque, un truc 4 sur 5 de faire le point. Non, il fait un truc d'une balle qui arrive forte, un peu glissante de fin de match. Et c'est pas facile parce qu'il prend la responsabilité d'une chose qui n'est pas banale. Et si ça foire, c'est double peine. Parce qu'il prend cette responsabilité qu'il ne doit pas prendre à la base et il aurait fait quelque chose qui aurait pénalisé l'équipe. Donc très compliqué. En fait, quand tu fais un truc comme ça, il faut être sûr que ça passe. Il a la balle dans les mains, c'est-à-dire qu'il a plusieurs choix, il peut faire ce qu'il veut. Et il décide de faire une deuxième main. Et elle tombe. Mais je te jure, si elle tombe pas, il le sait. Si elle tombe pas, je lui saute dessus. Voilà, mais il le sait. C'est mon frérot. C'est mon frérot, mais il le sait. Moi, je vais voir le coach, c'est ce que je lui dis au coach là. Je dis, c'est un ouf. Je dis, c'est un ouf. Ouais, c'est un malade, exactement. Exactement. On a tous halluciné à ce moment-là. C'est trop drôle quand Erwin raconte ça. Mais c'est exactement, c'est tout ce qu'on s'est tous dit la même chose. Parce qu'elle n'est pas sur le filet en plus quand il l'a fait. Elle est un peu loin et il l'éclate. C'est classe mondiale la manière dont il le fait. La suite, pour ceux qui ne la connaissent pas, avec ce point, la France passe à 14-12, à 1 point de remporter la victoire. Sur le point suivant, le comité olympique russe attaque dehors, la France remporte le match et est sacrée pour la première fois de son histoire championne olympique de volley. L'équipe de France est champion olympique. À ce moment-là, et sans le savoir, Antoine Brizard va marquer l'esprit de ceux qui l'ont vu, restant ainsi l'un des souvenirs les plus persistants de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Pourtant, en 2014, le journal Le Parisien estimait que le passeur français resterait, je cite, un champion méconnu, même s'il devenait le meilleur joueur de France, et que le volley ne lui apporterait ni richesse, ni gloire. Alors 10 ans après cet article, avec un titre de meilleur joueur du monde et de champion olympique en poche, qu'est réellement devenu Antoine Brizard? C'est pas une sponsor et pourtant j'interromps la vidéo, écoutez bien, c'est très important. J'ai adoré faire ce documentaire et je vais en faire encore plein d'autres, mais là je suis en train de prendre un énorme risque parce que je veux pas faire sponsoriser cette vidéo, je veux pas brader mon travail, et je vous avoue que c'est très compliqué de trouver des sponsors et des marques qui sont prêts à soutenir une chaîne de volley. Pour faire cette vidéo, j'ai été dans 4 pays et j'ai parcouru plusieurs fois la France entière. Vous imaginez bien que tout ça, ça a un coût, on parle de plusieurs milliers d'euros pour réaliser une vidéo comme ça. Attention, hein, j'avais pas le couteau sur la gorge, personne m'a forcé à le faire, j'avais envie de le faire, mais voilà, je suis juste clair et transparent comme je l'ai toujours été avec vous, et bien sûr tout ça, tous ces frais engagés, ça a été à mes frais. J'ai longtemps hésité à faire ça, mais le seul moyen, et j'insiste là-dessus, le seul moyen de continuer à produire du contenu de qualité comme ça, c'est d'ouvrir un Tipeee, un financement participatif. Vous avez le lien dans la description et un QR code qui apparaîtra de temps à autre dans la vidéo que vous pourrez flasher pour atterrir sur le Tipeee. En plus, ceux qui aiment parler de chiffres et d'euros et qui aiment bien un peu savoir combien ça rapporte YouTube et tout, et les sponsors, et B, vous allez kiffer, parce que dans la description du Tipeee, je détaille vraiment combien ça peut rapporter une vidéo sponsorisée et tout sur YouTube, à mon échelle, hein, bien sûr. Donc voilà, allez lire, vous allez adorer. Vous pouvez soit choisir un montant défini, soit mettre le montant que vous voulez, et même si c'est uniquement 1 euro, ça aidera déjà. Imaginez si tout le monde donnait 1 euro, même si je sais que ça sera jamais le cas, ça permettrait déjà de financer 3 ou 4 autres documentaires. Et pour ceux qui veulent mettre plus, mais bien sûr, je vous retiens pas, au contraire, ça permettra de financer la chaîne, d'acheter du nouveau matériel aussi, de payer correctement les gens. Et pour celles et ceux qui sont dans l'audiovisuel,
individuel, vous savez à quel point ça coûte cher le matos. Bref, si j'ai pu vous aider dans votre pratique du volley, si j'ai pu vous faire découvrir de nouvelles choses ou juste vous faire kiffer avec les vidéos, et bien surtout n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant. Voilà, le message est passé, je remercie énormément toutes les personnes qui participeront et je vous laisse maintenant apprécier la vidéo en espérant que ça soit pas la dernière. Alors Antoine, c'est le passeur de l'équipe de France de volley et de Piacenza. Joueur en sélection nationale donc, joueur clé de son club dans l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur championnat du monde, à savoir le championnat italien. Voilà les lignes qu'on pourrait voir sur le CV de Brizard. Mais vous vous en doutez bien, Brizard c'est bien plus que ça. Brizard c'est encore et avant tout Antoine. Et je pense qu'il est temps que vous découvriez vraiment qui se cache derrière celui qui, le temps d'un instant et avec un seul geste, a fait rêver la France entière. Antoine Arthur Fabien Brizard. Ouais. T'es né le 22 mai 94. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance? Oui. Donc je suis né à Poitiers. J'ai grandi à Poitiers. Je suis toujours resté là-bas. Ma mère est basque. Donc j'ai passé toutes mes vacances dans le Pays basque. Mon père est de Mayenne. Donc j'ai moins passé de temps en Mayenne. Désolé à tous ceux tous les Lavallois qui écoutent. Et voilà, ils se sont rencontrés à Poitiers, ils sont médecins, ils étaient médecins. Alors Antoine Brizard, c'est le petit. C'est mon petit, ça sera toujours mon petit. Ça fait rire tout le monde parce que, vu sa taille et sa corpulence actuelle, évidemment, ça fait bizarre. Mais c'est le petit. Antoine Brizard, c'est un sourire. Antoine Brizard, c'est un charmeur. Et Antoine Brizard, on avait du mal, et j'ai toujours du mal, à lui dire non. Voilà qui est Antoine Brizard pour moi. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, avec qui je m'entends très bien. J'ai une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureuse. Jusqu'à mes 10 ans, où mon père est décédé d'un cancer. T'as pris un coup là, hein. Tu t'y attendais pas. Parce que ça je l'ai pas lu ça. Ouais, qui est décédé d'un cancer, une maladie longue. Mais mes parents étaient top. On s'est pas rendu compte de grand chose avec mon frère. Nous, on l'a toujours appelé le petit en fait dans la famille. Ça vient de ma tante quand on était parti au ski, en gros, qui. Bon, c'était pas très longtemps après le décès de mon père, donc du coup ils ont. On l'a un peu choyé. C'était notre petit, le petit frère, mais en tout cas la petite boule d'amour qu'il y avait à côté, donc tout le monde l'a accompagné comme ça. Donc je dirais qu'Antoine, comme petit frère, il était, il est toujours d'ailleurs excessivement tendre, fidèle. Après, c'était une relation particulière après le décès de mon père, parce que du coup, il n'y avait plus de figure masculine, donc par certains côtés, je lui ai servi peut-être un peu de modèle. Moi, ça m'a aussi permis de chercher un peu de tendresse auprès de lui, parce que j'étais peut-être un peu en manque à l'époque. T'as parlé de ton frère aussi, Benjamin Brizard, Exactement. qui faisait du volley aussi à Poitiers. Toi, tu faisais pas du volley à la base, j'ai lu que tu avais fait du foot, et du tennis aussi. Ouais. Pourquoi le volley au final? On a voulu suivre un peu les pas du grand frère? Un petit peu, il a dû commencer 1 an avant moi, donc il n'a pas commencé longtemps avant moi. Comme mon père était très sportif, nous on a toujours fait plein de sports et regardé plein de sports, etc. Je pense que c'est plus la ville qui faisait qu'on avait envie de faire du volley, parce que finalement, en termes de professionnalisme, à Poitiers, il n'y avait rien. Il y a le basket qui est monté. Non, mais c'est vrai, il y avait le basket qui est monté après, mais le volley était le sport qui. Et puis, en France, qui avait un tel engouement. C'est-à-dire que Tourcoing était une place forte aussi, Tours aussi, Paris aussi, mais il n'y avait pas cette ambiance qu'il pouvait y avoir à Poitiers, en fait. Et du coup, Antoine a connu ça, en fait. Je crois que c'était en 2001, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont été vainqueurs de coupe. Antoine était jeune à l'époque, il devait avoir 7 ans, et il s'est endormi pendant la finale. Alors, on était tous les 4, je pense qu'il y avait son papa aussi, et c'était une finale d'un championnat, je crois, ou de coupe, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que la salle était archi remplie et très très bouillante, comme c'est l'être Lausanne Body, ce qui était assez génial d'ailleurs. Et je pense de mémoire qu'il a vu le premier set. Mais il était petit, hein, et donc il s'est endormi sur nos genoux. Donc le match évidemment a continué à se dérouler. Et le plus drôle, c'est que quand il s'est réveillé, il nous a raconté le match alors qu'il dormait. Mais c'était pas vrai. Il dit, je sais pas, il disait qu'ils avaient gagné ou je sais pas quoi. Mais en fait, il avait rien vu puisqu'il dormait. C'était ahurissant qu'il puisse s'endormir dans une ambiance pareille, avec un bruit pareil. J'aimais le sport en soi et je pense que de voir le haut niveau national, ça m'a donné envie de faire comme eux. Et voilà, et le coach de l'époque était ami avec mes parents.
Donc tout ça faisait que Tu t'y es retrouvé. Voilà, je m'y suis mis. Et ça tenait aussi au club d'avoir un lien entre les pros et le secteur amateur et les jeunes. Du coup, je me souviens qu'il y a des pros qui étaient venus à des entraînements. On avait fait des attaques-défense avec les pros. Maintenant, j'oublie un peu, mais à quel point ça peut être fou pour un jeune de vivre ça. Donc voilà, un peu tout ça qui m'a fait commencer et accrocher avec le volley. Antoine s'inscrit donc au volley et tout lui réussit plutôt bien. Il fait d'ailleurs des phases finales en jeune avec les frères Swan et Erwin Gapet, que les volleyeurs connaissent très bien, hein, bien sûr, et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, les deux ont joué à très haut niveau, et Erwin Gapet, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, je m'attarde pas plus dessus, vous verrez pourquoi, à la fin de la vidéo, j'ai pris le temps de faire cette petite précision. Arrivé à l'âge de 17-18 ans, un gros dilemme se pose face à Antoine. Choisir entre études ou volley. Alors on entend souvent parler du double projet où les jeunes sportifs doivent faire un mélange entre études et sport de haut niveau. Je trouve que l'idée est super, mais la vérité c'est que si tu fais des études qui sont très prenantes, c'est souvent très compliqué d'allier les deux. Alors, on va bien sûr parler de toute ta carrière, mais je creuse un petit peu encore un peu. Niveau études, j'ai lu que pendant un moment, tu as pensé à faire médecine. C'était nébuleux. Et au final, tu t'es retrouvé en fac d'éco. Ouais. Comment ça se passait ça? Non, c'est assez simple. Médecine parce que, en gros, toute ma famille, enfin mon père, ma mère, mon oncle. J'ai lu que ton frère aussi était parti en médecine. Voilà, donc en gros, c'était toute ma famille avant était médecin. Ça a motivé mon frère pour faire médecine. Et lui, il a eu sa première année du premier coup. Il s'est super bien débrouillé. Et mon frère était très bon. Il a arrêté le volley pendant 1 an et il s'est remis au volley pendant sa 2e année de médecine. Et il était donc au centre de formation de Poitiers en National 1. Et il y a eu des blessés, etc. Et il a joué avec les pros. Il a fait 2 matchs titulaires avec les pros. Et pour moi, c'était fou. Et du coup, moi, j'avais pour projet de faire kiné. Je voulais faire du volley, mais ma mère poussait plus pour que je fasse kiné et que je fasse après du volley. Donc elle a dit, tu vas faire comme ton frère, tu vas faire 1 année, tu t'arrêtes 1 an, tu bosses comme un fou. Et quand tu rentres en école de kiné, tu reprends le volley, quoi. Bon, je pense que il a toujours été très mature et lucide, Antoine. Donc il savait qu'on n'était pas du tout dans ce milieu-là. Il savait que pour nous, les études étaient quelque chose d'important, que pour nous, c'était un sésame quasi indispensable. Je dois le reconnaître, c'est vrai que je le vivais comme ça. Et il savait que s'il ne passait pas par là, ça allait être source d'angoisse pour moi. Je crois que ça, il le savait. Sauf que ça s'est pas passé comme pour mon frère. J'ai fait 6 mois, je travaillais pas très bien, je faisais que ça, hein, je travaillais beaucoup et tout, mais j'étais pas très concentré, le volley me manquait énormément. Je continuais à jouer un peu avec la Nationale 2, etc. Et après le premier partiel, j'étais pas assez bien classé pour avoir l'année du premier coup. Je pense que sa première année de médecine, la première année de médecine qu'il a faite, mais avec le recul, hein, c'était une erreur, parce qu'il n'était pas fait pour ça, il n'était pas prêt à ça, il n'en avait pas envie. Et ça, il l'a fait, je crois, parce que moi, ça me rassurait. Je me suis rendu compte que je ne l'aurais pas du premier coup, et j'étais vraiment pas bien, j'ai réussi à convaincre ma mère d'arrêter de faire du volley. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue, je revois encore, c'était dans sa chambre, et je lui ai dit, écoute Antoine, ton choix m'inquiète. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu vives cette passion à fond, de façon à aller le plus haut que tu peux aller. Je dis, je ne sais pas où ça sera le plus haut, mais au moins donne-toi les moyens d'y aller. Si tu choisis ça, tu ne fais pas à moitié, tu le fais. Et tu le fais vraiment, et tu t'en donnes les moyens. En parallèle de sa première année de médecine, qui vous l'aurez compris, n'a pas été couronnée de succès, Antoine jouait également passeur en N2, 4e division française, aux côtés de son frère. Médecine, c'est des études très prenantes, Antoine s'entraîne moins, prend du poids et joue uniquement les matchs à domicile. Mais en cours de saison, lorsqu'il arrête ses études, Antoine va revenir à plein temps dans l'équipe, et là, il va se passer un truc. Il avait une distribution qui changeait radicalement la manière dont on jouait. C'était un plaisir de jouer avec lui parce que tout le monde était investi dans le jeu. Bon, j'avais 20 ans ou 22 ans, j'étais capitaine de l'équipe de National 2 à l'époque, je faisais 2-3 entraînements avec la pro. On était 2 ou 3 à être entre guillemets les figures fortes de l'équipe. Et quand Antoine arrive, c'est lui qui décide. Et même au niveau physique, je pense qu'il avait 20 kilos de trop. Non mais j'exagère à peine quand je dis ça, c'est vraiment, il était hors de forme. Tu te dis, là il y a un truc, il a 17 ans, 17-18 ans, il est hors de forme et en National 2, il te fait gagner des matchs, quoi.
Il se passe tellement un truc quand Antoine joue à la passe qu'il sera normalement amené à rejoindre l'effectif pro de l'équipe de Poitiers en tant que deuxième passeur. Mais là, problème, tout se passe pas comme prévu. 3-4 mois à la fin de l'année, j'ai fait que du volley et je vivais un peu. Et j'étais censé être deuxième passeur des pros l'année d'après. Et quand je devais faire deuxième passeur à Poitiers, le club a coulé et du coup je me suis retrouvé sans équipe. Antoine se retrouve donc privé de l'avenir professionnel qui l'attendait au sein du club de Poitiers, puisque le club, avec les problèmes qu'il a connus, sera relégué en 3ème division. Passer d'un moment où t'as une place promise dans un effectif professionnel à un moment où t'as plus rien, ça doit pas être facile à vivre pour Antoine. Il n'a pas le choix, s'il veut continuer dans le volley, espérer un jour remplir tous ses objectifs sportifs, ou au moins essayer de faire une carrière, Antoine doit se tourner vers de nouveaux horizons. Un des traits de caractère qu'Antoine cultive depuis son plus jeune âge, c'est sa curiosité. Je pense que s'il y avait une caractéristique que je retiendrais d'Antoine Petit, c'était sa curiosité. Et ses questions permanentes, sur tout, mais de tout domaine, ce qui demandait des efforts pour les parents et l'entourage, parce qu'il fallait connaître, je sais pas, l'astronomie, l'histoire, la géographie, la géologie, enfin tous les domaines, quoi. Parce qu'il avait des questions qui fusaient dans tous les sens. Sa caractéristique de petit, c'était sa vivacité et sa curiosité. Curieux et entreprenant, la prochaine question qu'Antoine avait à poser à l'époque, c'était pas à sa mère qu'elle était destinée, c'était au Paris Volley. À l'époque, le Paris Volley, c'est un club mythique du championnat de France, l'un des 2 seuls clubs français à avoir remporté la Ligue des Champions. Le coach de l'époque, c'est Dorian Rougeron, qui est maintenant coach de l'équipe de Tourcoing, et qui faisait partie, en tant que joueur, de l'équipe qui a soulevé la Champions League sur la saison 2000-2001. Antoine et son frère connaissaient très bien cette équipe, puisqu'ils regardaient ensemble le match de la finale. Je pense qu'on a saigné la cassette de la finale de Paris quand ils sont champions d'Europe. On l'a saignée. Celle-là, on l'a faite sous tous les angles. Voilà, c'était... Oui, on regardait très très régulièrement. Antoine va donc décrocher son téléphone, poser sa prochaine question au Paris Volley, comme je vous le disais, et leur demander « Salut, vous chercheriez pas un passeur ?» On a appelé Paris parce que, plus pour ma mère, c'était bien parce que tu peux tout faire comme étude à Paris. Donc, je lui ai un peu vendu le truc. Je vais beaucoup étudier. Je vais faire du volley, mais t'inquiète, il y a les études. Et en vrai, j'avais encore pour projet de faire kiné, donc j'ai fait une prépa kiné, mais avec le volley, je pouvais pas suivre. Et l'année d'après, comme je voulais continuer à faire quand même des études, j'ai fait une fac d'éco, mais ça me plaisait pas. Antoine décide donc de quitter son Poitiers natal, de s'engager avec le club parisien, Dorian Rougeron devenant ainsi son coach. Il était en surpoids la première fois que je l'ai vu. Donc voilà, non, il est arrivé au Paris Volley. Je pense qu'il avait fait il sortait de médecine, il avait commencé médecine, il n'avait pas fait beaucoup de sport. C'était un des premiers défis qu'on a eu à relever, c'était de le ramener vers un poids de forme un peu plus cohérent. Mais sinon, bah voilà, c'était déjà un joueur qui avait des très belles mains, en plus d'un potentiel physique, même s'il était en surpoids, qu'on décelait, grand, puissant, et qui était déjà assez mature sur le plan tactique et aussi assez fin socialement. C'est quelqu'un que les gens apprécient facilement, qui est assez à l'aise dans les relations humaines. Antoine se retrouve donc à Paris, bien loin du village dont il est originaire, à côté de Poitiers. Et avant même de parler de volley pur, vous allez voir que le jeune passeur français a une attache très forte à la ville de Paris, même si au début ça n'a pas été facile, que ce soit pour lui ou pour sa famille. Donc quand il est parti à Paris, c'était difficile pour lui, parce qu'il fallait qu'il retrouve une forme physique, il fallait qu'il s'adapte à tout un environnement qu'il ne connaissait pas, à une ville qu'il ne connaissait pas, donc il m'en parlait, oui. Là, il m'en parlait beaucoup. J'allais très régulièrement à Paris pour passer des moments avec lui. Oui, pour être tout à fait honnête, oui, c'est une source d'inquiétude. Une très grande source d'inquiétude, de beaucoup de nuits blanches. C'était pas tellement le fait qu'il parte, parce qu'il était déjà parti. C'était plutôt le fait qu'il allait dans un milieu que je connaissais pas du tout. Dans une ville qui lui a fait peur, ça j'en suis sûre au début, parce qu'on vivait dans un petit village à côté de Poitiers, qui n'est pas une grosse ville. Il avait toujours été extrêmement protégé quand même de ce côté-là. Se retrouver à Paris, et en effet dans un grand club, parce qu'en plus pour moi le Paris Volley c'était un club de prestige, enfin bon. Mon fils qui allait dans cet environnement-là, oui, ça avait quelque chose d'un peu angoissant,
Il était jeune, c'était plus ça, c'était plus cet environnement qui me faisait peur que le fait qu'il parte. Je savais bien qu'il allait partir de toute façon. Ensuite, il a rencontré Camille. Eh bien, Antoine est mon mari, mon compagnon depuis 11 ans et 4 mois. Quand on s'est rencontrés, on était vraiment très très différents. Lui, il venait d'une famille très affectueuse, équilibrée, plein d'amour, et il avait besoin d'énormément d'affection et de support et d'accompagnement, quoi. Mais il était encore enfant, donc un peu naïf, très effrayé de la vie parisienne. Prendre le métro était compliqué pour lui. Et moi, je venais d'une famille où il a fallu que je me batte un peu plus, et j'étais plutôt solitaire, plutôt je sais pas, plus agressive dans ma manière de voir la vie. J'étais en région parisienne depuis un moment. Et donc finalement, ça a été un peu un choc quand on s'est rencontrés parce qu'on s'entendait bien. Mais moi, j'étais très rude et lui, il était très doux. Je l'ai un peu forcé à être moins gentil et doux. Et lui, il m'a aidé à être plus douce, quoi. Et donc ça a été un élément qui l'a rassuré aussi, parce qu'il a pu en parler à Camille. Donc je pense que ça a fait qu'il avait un point d'ancrage rassurant sur Paris. Je viens pas du tout d'une famille de culture sportive. Donc ma culture sportive est proche de zéro. Et donc quand j'ai rencontré, je pensais qu'il allait faire kiné. Et qu'en fait, il faisait du volley à un niveau correct pour le plaisir, quoi. Antoine rencontre donc à Paris celle qui deviendra par la suite sa femme, ce qui, vous l'avez vu, rassure aussi sa maman. Et même si au départ, Camille pensait qu'Antoine deviendrait kiné, elle est déjà un pilier d'Antoine dans sa nouvelle vie de passeur de l'équipe de Paris. À cette époque donc, Antoine est le deuxième passeur de l'équipe professionnelle, il est pour la plupart du temps remplaçant, hein. Pour ceux qui connaissent pas trop le volley, il n'y a qu'un seul passeur sur le terrain, mais il est également passeur du centre de formation. Il va passer 3 saisons à Paris, aux côtés de Guillermo Hernan, le premier passeur de l'équipe, un international espagnol avec qui il s'entend super bien. Je vais devoir rentrer un petit peu dans la technique pour que vous compreniez le prochain passage, mais Hernan et Antoine ont des profils de passeurs complètement différents. Antoine est beaucoup plus grand, beaucoup plus physique, il fait plus d'1m90, 1m96 je crois, alors qu'Hernan fait 1m78, et si je prends le temps de vous expliquer cette différence physique, c'est tout simplement parce que ça change la manière de jouer pour une équipe. Pour faire simple, avoir un passeur petit, parce que oui, 1m78 c'est petit au volley, ça t'oblige tout simplement à adapter ton système de jeu. Mais encore une fois, si je vous précise ça, c'est pour que vous compreniez que Hernan et Antoine ont des profils complètement différents et des qualités aussi complètement différentes, et au cours de ces 3 années, ils avaient vraiment une bonne relation. C'est un mec génial, on s'entendait bien, il me voulait du bien. Je sais que pareil, c'est un monde où c'est dur de laisser sa place, donc lui il avait, à l'époque, je sais pas quel âge il avait, mais il devait avoir déjà 33, 34 ans. Je sais qu'il tenait à sa place, donc il pouvait pas me laisser une autoroute en disant vas-y c'est à toi. Enfin, il avait tout pour me faire progresser parce que en termes de style, c'était l'opposé de moi. Si j'étais avec un autre passeur physique qui joue avec beaucoup de qualité physique, etc., ça m'aurait moins apporté que de voir un mec qui s'est toujours battu en étant plus petit, etc. Donc il avait ce côté tactique et précision, etc., qui faisait que moi ça m'apportait énormément. Et je suis sûr que dans mon jeu j'ai encore des côtés de Guillet parce que je l'ai vu tôt et je l'ai vu beaucoup. Et de voir ça, c'était hyper intéressant. Antoine passe donc 3 saisons avec l'emblème parisien sur le torse, et comme je vous le disais, Antoine était à l'époque deuxième passeur, donc pour la plupart du temps remplaçant. Il avait donc pas beaucoup de temps de jeu, ou en tout cas pas autant qu'il aurait aimé en avoir. Maintenant, c'est que des bons souvenirs. Il y a des moments difficiles, comme toujours. Non, c'est vraiment des bons souvenirs, et même si j'avais de la frustration de pas jouer, mais je pense que quand tu es ambitieux et que tu as envie de voir plus haut, c'est normal et c'est une source de motivation aussi. Et c'était pas malsain et je pense que c'était... Ouais, j'ai que des bons souvenirs en vrai. Et oui, il était forcément frustré parce que lui, si moi je décelais son potentiel, il devait évidemment lui le déceler également. Et donc il avait envie de jouer. Enfin, l'inverse serait étonnant et j'allais dire même décevant. Un joueur qui est content de ne pas jouer, ça n'existe pas, ou alors c'est que ce n'est pas un compétiteur. Donc évidemment, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui est très intelligent et très doué socialement et qui ne l'a jamais fait ressentir à l'équipe. Et voilà, et après, même s'il était... c'était pas notre passeur titulaire et qui jouait pas assez à son goût sûrement,
c'est même s'il jouait peu, c'est un joueur en qui j'avais extrêmement confiance parce que quand je le faisais jouer, c'était tout le temps sur les fins de set. Il jouait beaucoup les points après 20 en fait, quand ça comptait. Mine de rien, cette période, c'est ce que moi j'essayais de lui dire à l'époque, c'est que cette concurrence, il fallait aussi la voir, enfin cette concurrence, la présence de Guillet qui le barrait un petit peu, il fallait aussi la voir comme une opportunité d'être challengé, de grandir, d'avoir des steps à passer et des choses à aller chercher, des objectifs finalement. Pas beaucoup de temps de jeu donc, mais la confiance de son coach. À tel point qu'Antoine est entré en jeu en finale de la CEV Cup. Pour ceux qui connaissent pas le volley, encore une fois, c'est une coupe d'Europe juste en dessous de la Ligue des Champions. L'équivalent au foot, c'est l'Europa League. CEV Cup que cette année-là, Paris va remporter. Antoine aura d'ailleurs décroché plusieurs trophées et médailles sous les couleurs parisiennes, et au bout de ces 3 saisons, c'était l'heure de sonner la fin de cette aventure au sein de la capitale. Est-ce que tu lis un peu les interviews de toi? Non. Ce qu'on dit de toi? Non. Ok, ça tombe bien du coup. Parce qu'en janvier 2014, Dorian Rougeron, donc ton coach de l'époque, dit de toi dans un article du Parisien: peu de joueurs français sont à son poste, passeur, aussi fort et promis à un avenir aussi brillant. Il avait raison. Non, j'ai pas vu l'avenir, c'était évident, ça sautait aux yeux pour tout le monde que c'était un joueur qui avait beaucoup de potentiel. Après, j'ai envie de te dire, il a été plus loin encore que ce qu'on pouvait imaginer parce que c'est difficile d'imaginer un joueur champion olympique et surtout en France, ça s'était jamais arrivé. Donc voilà, il a été encore plus loin que ce qu'on pouvait imaginer. Mais ça sautait aux yeux que c'était un joueur qui avait énormément de potentiel. Ben, c'est fou, ça met des frissons un peu. Non, j'avais une super relation avec Dorian et j'ai été frustré et des fois énervé contre lui parce que je jouais pas. Maintenant, je me rends compte que c'était normal. C'était un moment où nos projets respectifs du Paris Volley et les miens perso ne pouvaient pas concorder. C'était un club qui jouait le titre, qui jouait la Ligue des Champions. Moi, j'avais 20 ans, il ne pouvait pas me faire jouer. Enfin, je m'en rends compte maintenant. Et j'ai beaucoup appris avec lui, avec Guy Hernan aussi. Et ça me fait trop plaisir en vrai. C'est vrai? Ouais, non, c'est marrant de lire ça maintenant. Bon, très bien que tu lises pas les interviews du coup. Antoine donc, même si frustré de son manque de temps de jeu, ne gardera que des bons souvenirs de son coach Dorian Rougeron et de son passage à Paris, une ville qui lui a énormément apporté. Mais l'heure de la fin était arrivée, il était temps pour le jeune passeur français de s'engager dans une nouvelle aventure. Un autre trait de caractère d'Antoine, c'est qu'il accroche une grosse valeur au travail. C'est un gros bosseur qui réussit en partie grâce aux efforts qu'il fournit, et c'est quelque chose qui le suit encore aujourd'hui. Et vous allez voir que dès son plus jeune âge, il accordait déjà une grande importance aux entraînements. On devait partir dans l'île de Ré pour faire du vélo, et il devait avoir 4 ans, oui, à peu près. Et puis il me dit: écoute maman, je vais pas mettre les petites roues, je veux pas au vélo, je vais m'entraîner. Donc il était allé, on habitait dans une maison où il y avait une petite place qui partageait plusieurs maisons. Et il s'entraînait sur la petite place, sans les petites roues, pour être à la hauteur de notre départ dans l'île de Ré, où on allait faire du vélo sans petites roues. Donc on est allé sur les pistes de l'île de Ré. Alors je sais pas si tu vois, mais il y a des moments où c'est assez pentu et tout. Il n'avait pas les petites roues, mais il savait pas freiner. Et comme il savait pas s'arrêter, il se jetait dans les fourrés. Il roulait trop bien et il maîtrisait pas vraiment le véhicule en question. Bon, malgré l'entraînement, disons que des fois, tu peux oublier de travailler certains aspects. Mais tout va bien pour Antoine, tout s'est bien passé, il s'en est sorti indemne de cette balade à vélo. Après sa saison à Paris, où Antoine a clairement marqué son retour définitif dans le monde du volley, et où il a surtout bossé énormément, ne serait-ce que physiquement pour revenir à niveau, il cherche un nouveau club pour trouver du temps de jeu, en tant que passeur titulaire cette fois-ci. Lui vient donc l'idée de contacter le club de Toulouse. À Toulouse, on avait initié... On sortait d'une période où il y avait beaucoup du fait de la nationalité du coach Josef Smolka qui était tchèque. Il y avait beaucoup de Tchèques, de Slovaques, de jeunes joueurs qui venaient exploser comme ça. Et moi, en étant adjoint de cette équipe-là, j'étais aussi pendant l'été, j'étais beaucoup en relation avec la fédération sur les équipes de France à prime et sur voilà, les jeunes. Et je voyais un peu comment on pouvait travailler avec ces jeunes-là et je me disais, mais la différence de niveau, elle n'est pas flagrante avec les jeunes qui viennent de l'étranger. Donc les jeunes français, et puis plus j'avançais dans le process, et plus je me disais, mais pourquoi on ne ferait pas la place aux jeunes français aussi dans nos clubs
dans nos clubs pro. Puis 2011 est arrivé le moment où j'ai pris les rênes de l'équipe à Toulouse. Et vraiment, j'y connaissais rien à ce monde-là. J'avais pas d'agent. À ce moment-là, j'avais pas d'agent. Et j'y connaissais rien. Mais de l'extérieur, je voyais Toulouse qui faisait jouer des jeunes. J'avais des potes là-bas. Et je voyais qu'ils donnaient leur chance aux jeunes. Du coup, j'ai fait bon. Cédric et Poitvin. Et je me suis dit, bon, faut que je prenne un peu les choses en main. Faut que j'essaye d'avancer. Donc c'est là où j'ai pris un agent aussi. Et j'ai envoyé un message à Cédric Hénard pour lui dire sur Facebook, je me souviens très bien. Et ma mère chez moi, elle m'a dit non mais là, vas-y, on y va, c'est bon. T'as rien à perdre de toute façon. Et là, on en a parlé. J'ai dit, écoute, peut-être que c'est le moment justement que tu prennes des contacts avec d'autres clubs. Et on n'avait pas évoqué Toulouse à ce moment-là. J'ai dit, peut-être que tu pourrais leur en parler à Toulouse, savoir s'ils sont intéressés. Parce qu'on sentait qu'il était un peu en attente d'autre chose. Surtout, il voulait s'exprimer. Et comme au Paris-Volley, il était deuxième passeur, ce qui était logique, enfin normal. Mais il était temps qu'il passe le cap. Et je sais qu'on en a discuté tous les deux. Je me souviens de cette discussion-là. Il y en a eu des tas d'autres, mais celle-là, je m'en souviens. Puis, à un moment donné, moi, ayant travaillé avec pas mal de jeunes en équipe de France à Prime, j'ai vu passer des jeunes et voilà, et je m'y intéressais beaucoup. Et je voyais qu'Antoine, qui a aussi Poitvin d'origine, voilà, donc il y a aussi cette connexion-là, il était remplaçant à Paris. Et je me disais, à un moment donné, il va y avoir un club qui va se lancer, qui va faire un pari, qui va lui dire viens ici, nous on te file la place de titulaire, tu vas faire tes gammes ici en tant que passeur titulaire. Cédric Hénard, il était en train de réfléchir l'équipe de la saison suivante. Et il m'appelle au bureau pour en parler de certains joueurs, certains passeurs. Et il m'a parlé d'un ou deux passeurs qu'il voulait peut-être recruter pour le club de Toulouse. Et il m'a parlé d'Antoine. Et j'ai tout de suite eu le souvenir que contre nous, justement, Antoine, le match contre Toulouse, il est rentré pour faire quelques actions au bloc. À l'époque où je jouais à Paris. À l'époque. Et lui, il m'avait touché, freiné le ballon, il m'a regardé, il fait un petit sourire comme ça. Il dit, ah, c'est lui, le passeur de Paris, le jeune passeur de Paris. Je dis, ah ouais, il a l'air d'être pas mal, physique. Il est un peu... il est venu me titiller pendant le match. Je pense qu'il doit avoir du caractère. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne option. Et en ayant discuté avec Georges Metjezewicz, qui était son agent, je dis, écoute, moi j'y vais. Tu voulais qu'il signe pour l'attraper en fait. Après pour qu'il soit face à moi pendant les entraînements, pour pouvoir attaquer et montrer, hey, là c'était la chance mon gars, calme-toi. Antoine s'engage donc à Toulouse, où pour la première fois en professionnel, il sera passeur titulaire. Enfin donc, un peu de temps de jeu pour le jeune passeur qu'il est à l'époque, qui a d'ailleurs gardé ce trait de caractère très doux et très empathique dont Camille parlait tout à l'heure. Et non, donc je suis parti à Toulouse, j'ai eu l'opportunité de jouer là-bas, j'avais pas grand-chose d'autre pour jouer, et ça s'est super bien passé. C'était un club vraiment tranquille, on n'avait pas de pression, ils voulaient développer des jeunes, ils étaient fiers de développer des jeunes. J'ai peut-être fait ma plus belle rencontre dans le monde du volley là-bas en rencontrant Yacine. On arrivait tous les deux à Toulouse, la même année, même saison. J'étais arrivé un peu avant lui et il m'a écrit, je me rappellerai franchement toute ma vie de ce message, il m'a écrit sur Messenger, bref. Il voulait me demander des informations sur l'appartement, mais c'était d'une politesse. Je n'ai jamais vu ça, d'une politesse, c'était si bien écrit. Là j'ai fait, ah ouais, donc le mec... c'est une bonne personne, tu vois. Des fois, tu le sens, ce genre de choses, tout de suite. En fait, il s'est excusé, je pense, 6 fois en 3 lignes, de me déranger parce que j'allais lui donner, parce qu'il m'écrivait et qu'il me demandait des informations. Et quand j'ai lu ça, parce que je pense qu'on se ressemble aussi énormément pour ça, tu vois, peur de déranger les autres, espèce de beaucoup de respect. Et là, j'ai dit, ok, donc le mec, déjà, je l'aime beaucoup. Je le connais pas, mais je l'aime beaucoup. Antoine fait donc ses premiers entraînements à Toulouse. Tout se passe bien en apparence, même s'il reste dans une sorte d'incertitude, où d'une part il est pas sûr de lui, et il est pas sûr de bien faire les choses. Jusqu'à ce que son capitaine de l'époque, Zago, le Brésilien, vienne le voir. Moi j'arrivais, je devais jouer, j'avais 21 ans, 22 ans, j'arrive à Toulouse, donc quand même pression de jouer, donc j'étais avec mes potes et tout, mais bon, il y avait Zago, ça faisait des années qu'il était là-bas, des années qu'il jouait en championnat de France. Je le connaissais pas, tout le monde m'a dit que c'était un super mec, mais je le connaissais pas. Et donc on s'entraîne 2 ou 3 fois, ça va, ça se passe bien, mais je me rends pas compte de ce qu'ils attendent et voilà. Je sentais que ça faisait quelques jours qu'il était au club déjà, et qu'on s'entraînait ensemble. Et je le sentais vraiment un peu tendu, stressé.
Tu sais, un peu comme un jeune joueur qu'à chaque fois, il va chercher ton regard pour avoir l'approbation. Il faisait des passes, il regardait tout de suite, ça va, Zago, un peu plus haut, plus bas. Non, je disais, mais non, ça va. Et je sentais vraiment qu'il avait une espèce de frein. Et je suis venu le voir, j'ai dit, Antoine, après l'entraînement, j'aimerais bien en discuter un petit peu avec toi. Et là, je sens que pendant l'entraînement, il était comme ça. Il ne disait plus rien. Zago, il faut le connaître aussi pour comprendre l'histoire. C'est une des personnes les plus charismatiques que je connaisse. Trop gentil. Mais en même temps, sur le terrain, qui était notre capitaine, qui avait... il pouvait aller te voir et te dire c'est pas bien ce que tu fais, mais tu lui dis t'as raison, je vais donner mieux, je vais faire mieux que ce que je suis en train de faire parce que tu me le demandes. Tu as envie de donner un cœur pur. Et je pense que je me rappelle ce jour-là quand Antoine il tremblait parce que Zago voulait lui parler. Et en fait, c'est juste par respect, tu sais, t'as pas envie de le décevoir, Zago. Et Antoine, quand je te dis premier message, il s'est excusé 3 fois parce qu'il m'écrivait, bah là c'est un peu la même chose. Du coup, je prends un coup de pression, mais vraiment, tu sais, je fais oula, putain, qu'est-ce que j'ai. Et vraiment, je suis un peu comme ça. Genre, quand il me le dit, je fais putain, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, putain, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Et du coup, ça, je sais pas, il se passe 1 heure ou 2 heures, et on se parle, et il me fait. Non, je voulais juste te dire que vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit et tout, moi j'habite juste là, si tu veux venir me voir prendre un café, même tu m'appelles pas avant, tu sonnes chez moi et aucun problème. Et oh la libération. C'est vraiment un frérot. J'ai commencé à introduire la discussion, savoir s'il était bien logé, si tout ça se passait bien pour lui, comment tu trouves l'équipe. Pour lui dire après, en fait, je dis mais Antoine, détends-toi. Ça va, tout va bien se passer, mec, ne t'inquiète pas. Tu as des qualités, tout ce que tu fais depuis le début, tu as un comportement irréprochable, tu es sur la bonne voie et tu n'es pas tout seul. Lâche-toi, sois le gamin, le joueur que tu étais un peu à Paris, tu n'avais rien à perdre, tu étais tout en souriant, décontracté. Sois ce joueur-là que je suis persuadé qu'il va tout bien se passer cette année et n'oublie jamais que tu ne seras jamais tout seul. Finalement rassuré, Antoine passera sereinement 2 saisons à Toulouse, où il terminera d'ailleurs vice-champion de France, et malgré son jeune âge, il laissera un sacré souvenir à toutes les personnes qu'il a côtoyées. Moi, il m'a très clairement impressionné de maturité. Il a le talent, il a la technique, les mains, mais il a la tête. Il avait vraiment envie de jouer, envie de montrer, mais en même temps avec beaucoup de clarté, beaucoup de clairvoyance sur ce qu'il devait faire. Et ça m'a vraiment impressionné parce que je me considérais vraiment moins mature que lui, alors que plus vieux, tu vois, en termes de volleyball. Et il a encore cette maturité maintenant et ça m'impressionne encore. Il était déjà très intelligent dans le jeu, dans la façon d'appréhender le jeu, de la façon de se préparer pour les matchs. Il avait même ses routines un peu perso. Il se faisait, moi, j'avais des plans de jeu assez clairs, assez détaillés. Et lui arrivait en plus avec comment il avait appréhendé le futur match, comment il avait préparé, ce qu'il avait vu, comment il pouvait jouer, etc., etc. Il était dans une logique de construction en permanence. Et ce qui est assez rare. Des passeurs, des jeunes passeurs, j'en ai vu plein depuis. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez rare. Il était extrêmement motivé, il savait que c'était sa chance. Et alors là, pour le coup, il a croqué à pleines dents. Et non, mais c'était vraiment génial. C'est un gars extraordinaire. Vraiment, c'est une très très bonne personne, un bosseur. C'est un gars qui, dans un groupe, ça se passe vraiment bien. J'ai le souvenir qu'à Toulouse, il faisait énormément de choses pour plaire à tout le monde, pour que la vie du groupe elle soit vivante, qu'on passe des bons moments ensemble. Mais c'est quelqu'un que, au-delà de ses qualités passeur pur, je pense que le bonhomme, il est vraiment bien. C'est franchement, de tout mon parcours à Toulouse, mais pas que, c'est franchement à la fois humainement et le joueur, oui, mais aussi humainement. C'est probablement avec Trevor Clevenot, une de mes plus belles rencontres. Je pense non, c'était une de mes meilleures saisons. Une de mes meilleures saisons en tant que joueur. 2 belles saisons donc qui concluent la fin d'un cycle, celui d'Antoine dans un club français, parce qu'il était temps pour le jeune passeur français de se diriger vers l'étranger pour aller découvrir le plus haut niveau mondial.
L'heure était donc venue pour Antoine de découvrir le volley étranger. Il était prêt, et pour sa carrière, il devait le faire. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'Antoine. Partir à l'étranger, c'est laisser derrière lui sa famille, ses amis, et bien sûr se poser des questions sur sa relation avec celle qui partage sa vie depuis l'époque où il jouait à Paris, à savoir Camille. Quand il est parti à Toulouse, moi je suis restée à Paris pour terminer mon master, et à la fin de ces 2 années à Toulouse, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que soit lui, il continuait sa carrière pour essayer de viser l'excellence et se donner à fond, mais qu'est-ce que je faisais moi? Du coup, est-ce que je restais en France, mais dans ce cas-là, on ne restait pas ensemble, ou est-ce qu'on décidait de faire un sacrifice et qu'on parte ensemble à l'étranger? Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à prendre vraiment des décisions en se disant, bon, bah, sa carrière, il y a quelque chose à faire, est-ce qu'on fait les sacrifices pour y arriver ou pas? Et c'est là qu'on a décidé. Camille décide donc de suivre Antoine dans sa prochaine aventure, et je vous laisse imaginer à quel point c'est difficile pour elle de faire ce choix. Parce que effectivement, Antoine lui part pour sa carrière, et c'est très bien pour sa carrière d'ailleurs qu'il parte à l'étranger. Camille par contre, elle part pour suivre Antoine. Je prends vraiment le temps de préciser tout ça parce que évidemment, quand vous voyez l'équipe de France jouer, vous voyez les joueurs ou les joueuses, mais c'est parfois compliqué d'imaginer tout ce qu'il y a derrière, tous les sacrifices qui doivent être faits parfois, et du coup je prends ce petit temps pour vous expliquer tout ça, et par la même occasion, leur rendre hommage. Antoine donc s'apprête à partir à l'étranger. Il avait initialement une décision en tête, mais un appel va le faire changer d'avis. À l'autre bout du téléphone, c'est Stéphane Antiga, une légende du volley français, et vous vous souvenez, en début de vidéo, quand on disait qu'Antoine et son frère utilisaient une vieille cassette VHS pour regarder la finale de la Ligue des Champions quand Paris a gagné, à pas confondre avec le foot, hein, bien sûr, Paris qui gagne, ça existe pas, et bien Antiga jouait dans cette équipe parisienne, et avait d'ailleurs terminé à l'époque meilleur joueur de la compétition. Alors quand je construisais mon équipe à Varsovie, qui était une équipe bas de tableau avec des problèmes financiers, on avait un budget assez moyen et j'avais envie de travailler avec des jeunes. Donc je regardais un peu les joueurs du championnat de France comme d'autres championnats et je cherchais un passeur. Voilà, donc j'ai vu Antoine qui jouait à Toulouse et voilà, j'ai vu en Antoine un super potentiel, je me suis renseigné sur lui. Quand il était à Paris, et voilà, on m'a dit que du bien de lui, évidemment sur les qualités de volleyeur, mais aussi sur ses qualités humaines. Et on a parlé, je l'ai convaincu, et donc il a joué 2 ans à Varsovie avec moi. Moi, dans ma tête, je partais en Italie, je voulais partir en Italie. Et on a le même agent, et un jour il m'a appelé, il m'a dit bah écoute, il y a Varsovie qui te veut, il y a Stéphane Antiga, il est motivé, machin, et le fait que ce soit lui, ouais, c'était... Bah pour une première expérience à l'étranger, d'avoir un entraîneur français, déjà c'est top. Et bah lui, oui, particulièrement. Je l'ai jamais connu, je l'ai jamais rencontré avant, mais des matchs que je voyais quand il était au Paris Volley, et je sais pas, j'ai toujours eu un bon feeling de lui et de ce qu'il dégageait. Sans vraiment le connaître? Sans le connaître du tout. Juste, ouais, je sais pas, il dégageait un truc, ouais, particulier. Il a évolué très vite. J'imagine que ça l'est encore, mais c'était une éponge. Il y a des joueurs à qui il faut répéter beaucoup de fois, et il y en a d'autres qui intègrent plus rapidement. Et justement, Antoine, c'était ce profil-là. Et quand j'ai vu la progression qu'il a faite, qui était fulgurante, oui, il avait tout pour devenir un excellent passeur. Il avait faim. Il voulait apprendre, je me rappelle que très jeune, et en plus, par rapport à sa position, le fait d'être passeur, ça ne pousse pas forcément à travailler très dur physiquement ou à faire de gros sacrifices, mais Antoine les a faits. Il voulait vraiment être un athlète de très haut niveau, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui était beaucoup dans l'analyse. L'analyse de son jeu, il allait chercher l'inspiration aussi en regardant d'autres équipes, d'autres passeurs. Et c'est très compliqué d'être un très bon passeur quand on est jeune. Il y a tellement de choses à maîtriser. Évidemment, il y a bien évidemment la précision à la passe, mais la position de passeur, il faut aussi bloquer, il faut défendre, il faut servir. Et puis après, il y a la gestion de groupe. Il y a la gestion de la distribution. C'est extrêmement complexe. C'est quelque chose qu'il a réalisé très vite et il a travaillé sur ça et il l'a très bien fait. Et pour toutes ces raisons, il a progressé extrêmement rapidement. Bah, Stéphane, ça reste un ami maintenant et
Et on avait quand même une relation forte à Varsovie, avec sa femme aussi, et on se voyait souvent en dehors du volley et tout. On avait partagé aussi pas mal de bons moments, c'était en famille, enfin avec ma famille, et donc avec sa femme, avec Camille, on jouait aux jeux de société. Donc ce qui est, enfin, moi j'ai vu beaucoup de similitudes avec le volley. Le travail de coach, j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux de société. Et c'était aussi quelque chose qu'il adorait, donc on a passé des soirées très sympas à jouer aux jeux de société. Justement, il gagnait souvent ou pas? C'est souvent. Le contrôle qu'il met dans tout ce qu'il fait, ça m'a beaucoup aidé de voir qu'il y a beaucoup de choses que je fais maintenant que c'est lui que j'ai appris de lui, et il a une connaissance tactique et il laisse pas grand chose au hasard, donc ça m'a aidé forcément. Non, pour moi comme entraîneur, c'est une de mes plus grandes satisfactions, une de mes plus grandes fiertés. C'est vrai que pour un entraîneur, évidemment, on est jugé par les résultats, et heureusement que nous, avec cette pression du résultat, on a d'autres satisfactions, de voir le développement personnel des athlètes, et forcément quand on arrive à développer un athlète et de voir après qu'il continue à progresser et qu'il devient parmi les meilleurs du monde, bah, ça reste forcément une satisfaction d'avoir pu participer à ça. Donc voilà, je pense que bah, ce serait ça. Je pense qu'il sait, mais moi je suis très fier de ce qu'il fait. Et je suis impressionné par son parcours. Avec l'arrivée d'Antoine et de Stéphane à Varsovie, le club passe d'une situation où ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas fait top 5 du championnat de Pologne et de la Coupe de Pologne, à une situation où en 2 saisons, ils font 2 fois 3e de coupe et 1 fois vice-champion du championnat polonais. Après 2 saisons, c'est la fin de l'ère Antiga à Varsovie, mais Antoine va rester 1 saison de plus, qu'il va partager aux côtés d'un autre joueur français que vous connaissez très bien, un joueur de l'équipe de France, Kevin Tilly. Moi je l'ai bien vu évoluer parce que je l'ai vu arriver en équipe de France, jeune, tout jeune, très gentil, regardez un peu timide, beaucoup à l'écoute, et petit à petit, voilà, il a pris son espace, il a commencé à être de plus en plus confiant, il a beaucoup de confiance en lui, donc ça lui permet vraiment de progresser beaucoup. Et ça s'est vu beaucoup quand moi je suis arrivé en Pologne, tu voyais que c'était un peu déjà le boss un peu de l'équipe. Avec les Polonais, c'est pas facile en général. Quand tu es étranger en Pologne, tu as le droit qu'à 3 étrangers, donc il y a beaucoup de pression sur les étrangers quand tu joues dans un club en Pologne. C'est vrai qu'à Varsovie, son niveau de jeu était déjà énorme et tu voyais vraiment la différence qu'il y avait de niveau de jeu quand lui était sur le terrain ou pas, et quand tu le comparais aux autres passeurs, tu voyais la différence, quoi. Parce qu'il était, en même temps, il avait sa technique et son jeu de passe qui est déjà incroyable, mais en plus de ça, il a ses qualités de service, bloc, défense qui fait vraiment qu'un passeur, il a tout pour un passeur. Dernière saison à Varsovie pour Antoine, qui a été interrompue à cause de la pandémie, avec encore une 2e place en championnat pour le passeur français, qui n'a pour le moment jamais remporté un trophée en club en tant que passeur titulaire. Il signera ensuite en Russie, à Saint-Pétersbourg, où sa saison sera mitigée. Premièrement, sur son niveau de jeu individuel, il fait une saison incroyable, à tel point qu'encore aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, on parle de lui et on est en mode mais pourquoi on l'a laissé partir? Il affrontera Erwin Gapet en Coupe de Russie, et moi je trouve ça fou de se dire que les deux ont commencé dans le même club, au CEP Saint-Benoît, à côté de Poitiers, dans un petit village, et se retrouvent là à s'affronter à l'autre bout du globe, en Russie. Moi je trouve ça dingue. Antoine aimait la ville, mais sa femme n'avait pas pu le suivre au début. Le championnat n'était pas super intéressant car seulement 5 équipes compétitives. Les déplacements étaient super longs parce que la Russie c'est immense. Il y a parfois 4 heures de décalage horaire dans le même pays, c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, son équipe avait signé que des monstres, une équipe pour gagner. Ils ont gagné beaucoup, ils ont joué 3 finales, mais ils ont perdu les 3. Et ça, vous allez voir que Antoine, ça va commencer à l'énerver. Je pense que maintenant vous l'avez compris, chaque sous-partie de la vidéo, c'est un pan de la personnalité d'Antoine qu'on explore. Et vous allez voir que c'est pas le meilleur perdant qu'on connaisse, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Alors nous on avait un filet dans le jardin en gros, donc pour situer un petit peu la maison quand on était à Mignaloux à côté de Poitiers, on avait une parcelle, il y avait des chênes partout, donc on trouvait juste l'espace nécessaire pour avoir un filet étendu et on faisait du 1 contre 1 en fait. Moi je le battais quasiment tout le temps parce que j'avais 4 ans de plus, mais à l'époque, je me souviens, il était rageux, enfin on va pas dire rageux, mais il n'aimait pas perdre. Il avait
toujours une rage de gagner. Il déteste perdre, pour dire les choses comme elles sont. Quand on perd en quart contre l'Italie au championnat du monde, il y a une scène incroyable où en fait Antoine n'arrive pas à retenir ses larmes. Tu sais, on est sur la terrasse, le match est passé déjà depuis 1 heure. Et là, il m'a ému à un point. La défaite, quoi. Quand je te dis qu'il sait ce qu'il veut, il a envie de gagner, tu vois. On a beaucoup des grands gagneurs dans l'équipe, Totti et Antoine en font partie. Et là, après la défaite contre l'Italie, qui font champion du monde derrière, là, il m'a ému, quoi. C'était vraiment un souvenir qui est dur, mais qui restera gravé à jamais. Antoine s'envole donc en Italie, à Piacenza, Plaisance en français, club auquel il est encore aujourd'hui, et où il va à l'époque, entre autres, en quête de son premier trophée en club en tant que titulaire. Et même si on parlera de l'équipe de France un peu après, soyez patients, vu qu'Yacine a évoqué, les championnats du monde, c'est l'un des seuls trophées que la France n'a jamais remporté, et où les Bleus se sont inclinés en quart de finale face à l'Italie. Vous vous doutez bien que pour Antoine, qui joue dans un club italien, c'est pas forcément facile tous les jours. Est-ce qu'en étant le passeur de Piacenza, on se fait vanner par les Italiens parce qu'on a perdu contre les Italiens en Coupe du Monde? Et c'était pas drôle du tout. Non, je pense, la défaite la plus dure de ma vie. Donc eux, ils en rigolent et ils pensent que moi aussi. Et quand ils font une blague, évidemment, je vais pas péter un plomb. Mais ouais, ça me faisait pas du tout rire. Et c'était un truc qui m'a blessé pendant longtemps. Donc c'était dur. C'était un moment dur. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, Antoine a la défaite mauvaise. Et s'il va en Italie, c'est pour gagner des titres. Sauf que le problème, c'est quand tu vas dans le meilleur championnat du monde, ou l'un des meilleurs championnats du monde, forcément dans ton équipe, t'as des bons joueurs, mais en face, t'as aussi des très bons joueurs, et en plus de ça, tu joues en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, là où tous les meilleurs joueurs du monde évoluent. Pourtant, Antoine arrive quand même à marquer les esprits. En tant qu'adversaire, c'est un gars qui en veut, hein. C'est un gars, il lâche rien, et il va tout faire pour que son équipe reste là, reste collé au score. C'est pas facile de jouer contre lui. Il lâche rien sur le terrain. Peu importe le score, il va rien lâcher, il va pousser tout le temps. Donc vaut mieux jouer avec lui que contre. C'est un gagnant, Antoine. Il a cet esprit-là, il a cette rage et c'est plutôt c'est un vainqueur, quoi. Il a envie de gagner. C'est ça qui ressort quand on joue contre lui, quoi. I think he's a really good setter. I think he's growing. He can be the best of the best. I have the potentiality, I have the mind, I have the assets to be the really good setter. But maybe I try to figure it out now. What is the next step? But he's a top 10 setters in the world, so it's not easy. Et avec cette mentalité, cette rage de vaincre, il y a bien un moment où tu vas gagner, c'est pas possible autrement. Et enfin, ça va arriver à Antoine. Sur la saison 2022-2023, il va décrocher son premier titre, la Coupe d'Italie, qui lui sera d'ailleurs remise par le président italien. Et première victoire en finale, en tant que titulaire. En club. Est-ce que ça libère d'un point? Un peu, parce que j'avais perdu beaucoup en finale. J'avais perdu en France, en Pologne, 3 fois en Russie. Ouais, ça libère. C'est un championnat qui est dur en Italie, qui est hyper dense. Et on vole sur le Final Four, vraiment. On roulait sur Perugia et Trento en 2 jours. Vraiment, c'était un niveau de jeu exceptionnel. Il y a des moments comme ça où t'es un peu touché par la grâce, toute l'équipe en même temps. Et donc ouais, c'est un beau souvenir. Par la suite, Antoine décidera de signer 3 saisons supplémentaires au club de Piacenza. C'était une source de stress un peu d'arriver en fin de contrat. J'ai lu que justement tu voulais être tranquille pour les JO. Ouais, voilà. Oui. Je voulais pas que cette saison-là actuelle, je sois en fin de contrat. Et je voulais être dans une équipe qui me permette de préparer les Jeux. Franchement, à tout point de vue, c'est un club ambitieux, qui a de l'argent, qui fait des bonnes équipes, dans une ville qui me plaît, pas très loin de la France, dans un bon pays. Enfin, tout faisait que je voulais rester, eux ils voulaient me garder, ça s'est bien passé. Signer de nouveau à Plaisance pour être tranquille mentalement, avoir un club qui est capable de le préparer pour les JO, voilà les raisons pour lesquelles Antoine est resté dans son club italien. Parce que oui, bien sûr, Antoine va jouer les Jeux Olympiques à Paris cet été avec l'équipe de France. Ne croyez pas que j'ai oublié de parler de l'équipe de France, c'était volontaire, et ça arrive dans cette dernière partie. Avec le charisme qu'il dégage, certains pourraient penser d'Antoine qu'il est relativement froid. Mais en réalité, Antoine est quelqu'un de profondément humain. Alors Antoine, c'est une personne
que j'admire, un volleyeur que j'apprécie énormément, qui m'inspire aussi. C'est un ours un peu de l'extérieur, parce que tu sais, il est grand, il est costaud, etc. Mais il est tout soft à l'intérieur, en fait. Donc c'est un petit nounours, c'est une peluche. Il a, je crois, dû grandir en tant que volleyeur pour essayer de surpasser cette surgentillesse dans la vie. En tant que personne. Et maintenant, quand je le vois, je trouve qu'il est beaucoup plus assuré. Personnellement, je suis très empathique et c'est un côté que je retrouve beaucoup chez lui. Tu sens qu'il veut le bien des gens. C'est une chose sur laquelle il a dû travailler d'ailleurs, que ça soit dans sa vie perso, Camille en parlait tout à l'heure, elle disait l'avoir aidé à être un peu moins doux, mais qu'il a également bossé dans le volley pour trouver la bonne balance entre leadership et empathie. Mais ce côté de vouloir le bien des gens, c'est quelque chose qu'il a encore, et je pense que même lui, parfois, ne se rend pas compte à quel point il peut faire du bien autour de lui. Humainement, Antoine Brizard, c'est un très très bon gars. C'est un très bon gars, il a plein de qualités. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, il m'avait donné de la confiance, il m'avait donné pas mal de confiance à un moment donné où j'en avais besoin, et ça je le retiens, et je sais que Antoine, c'est un bon gars pour ça, et je le remercierai jamais assez de m'avoir donné cette... Peut-être qu'il ne se rend pas compte, mais de m'avoir donné cette confiance à un moment donné qui a fait que si je suis là aussi maintenant, c'est peut-être à un moment donné grâce à lui sur une période. Ça peut être grâce aussi un peu à lui, donc je le remercie pour ça et je suis content pour ça. Antoine aujourd'hui, c'est un indéboulonnable de l'équipe de France. Il est en place, il est très souvent titulaire, et c'est plus lui, en général, qu'on a l'habitude de voir débuter les matchs. Et quand je dis ça, on pourrait croire à tort que Benjamin Tognuti, le passeur historique de cette sélection nationale, est sur le déclin, mais c'est tellement faux! Cette saison d'ailleurs encore, il a fait champion de Pologne, vainqueur de la Coupe de Pologne et a terminé deuxième de la Ligue des Champions. Benjamin Tognuti est encore très chaud et petit bonus comme ça, il a aussi fini meilleur passeur du championnat polonais. Ça fait que la France est l'une des seules sélections nationales avec 2 passeurs comme ça de classe mondiale et ça fait vraiment du bien parce que c'est loin d'être le cas partout. Mais avant d'être le cadre qu'il est devenu dans cette sélection nationale, il a bien fallu qu'il arrive au sein de cette équipe de France. Son premier été entier avec les Bleus c'était en 2017 et pendant des années il va seconder Benjamin Tognuti. Quel honneur pour Antoine de pouvoir rejoindre l'équipe de France à plein temps, aux côtés d'un passeur qui accumule déjà de nombreux titres et trophées, qui est encore l'un des tout meilleurs passeurs au monde, avec qui Antoine va beaucoup, voire énormément progresser, à tel point de devenir un duo indétrônable. C'est mérité, c'était prédit, tu sais. Il y a une place en équipe de France qui était tenue par Benjamin Tognuti, qui était méritée, qui est un joueur que je respecte énormément. Déjà, quand j'arrive, j'ai aucune prétention de quoi que ce soit, parce que Totti est là depuis déjà 7 ans et il a tout gagné et il est hyper fort et voilà. De toute façon, il y a toujours 2 passeurs en équipe de France, en club, etc. Donc c'est normal. Donc voilà, Antoine, c'était le passeur qui arrivait, qui commençait à jouer, qui a commencé à jouer à Toulouse, à faire une bonne saison. Donc on s'attendait à ce qu'il vienne. Forcément, c'était une complicité tout de suite. Donc je pense qu'Antoine, en arrivant en équipe de France, en regardant Tognuti, a beaucoup appris de lui. Et voilà, ce qui lui a aussi permis de progresser énormément, c'est d'être au contact de Benjamin Tognuti. Je pense qu'il a aimé ses premières années justement où il était deuxième, où il jouait un petit peu moins. Et justement, on a beaucoup échangé sur ce rôle-là. Et puis, année par année, il a pris plus d'importance dans l'équipe. Il était deuxième derrière Totti. Et puis voilà, Totti qui avait déjà une carrière énorme, qui après continue aussi, mais qui aussi n'a pas eu peur de se confronter à lui aux entraînements, tout en restant super amis sur le côté. Il y a vraiment une compétition entre eux, concurrence saine entre eux. Mais voilà, ça s'est super bien passé en fait. Il n'y a jamais eu de mauvaises relations, etc. Ça s'est toujours super bien passé entre nous. Et il apportait aussi autre chose que Benjamin ne pouvait pas apporter, et notamment au bloc et au service. Il apportait un peu de physique, surtout voilà, dans une équipe de France où c'est pas le physique notre première qualité. Donc d'avoir un passeur qui compense un peu là-dessus, ça a changé un peu le jeu, la façon de jouer de l'équipe de France, et donc ça a un bon complément à Benjamin. On voit qu'il a pris un peu de son jeu, et puis lui il a son physique, donc il a un peu tout pris, et ce qui fait que c'est un des meilleurs passeurs du monde maintenant. Et en fait les deux sont arrivés à se complémenter
Et c'est aussi hyper respectable maintenant d'avoir deux passeurs de ce niveau en équipe de France. Et les deux font des carrières aussi extraordinaires en club et arrivent à avoir cette complémentarité en équipe de France. Benjamin Thionotti et Antoine sont deux super personnes et deux super passeurs. Il n'y a pas d'autre équipe nationale au monde avec deux passeurs, deux des meilleurs passeurs du monde. Deux super mecs qui s'entendent très bien. Je pense que c'est une concurrence qui est saine. Et tant mieux. Et c'est pour ça aussi que ça marche très bien. Deux des meilleurs passeurs du monde donc, qui ont ensemble permis à la France de remporter le tout premier titre olympique de son histoire, et c'était loin, très loin, d'être facile. Quelle faute professionnelle j'aurais fait si j'avais omis cette partie sur les Jeux Olympiques de Tokyo, tant Antoine a été important au sein du groupe France pour la victoire. Déjà, pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, il fallait se qualifier. C'est pas comme cette année où la France est le pays hôte et donc la France est automatiquement dans les Jeux Olympiques. Non, là, à l'époque de Tokyo, il y avait plusieurs moyens pour se qualifier. Et qu'est-ce que ça a été dur pour les Français, à tel point qu'il ne leur restait qu'une seule option, une seule chance pour aller à Tokyo. C'était un tournoi de qualification olympique en Allemagne, à Berlin, où une seule place était délivrée au vainqueur du tournoi. La France se hisse en demi-finale et affronte la Slovénie. Les Slovènes sont intouchables et gagnent les deux premiers sets 25-13 et 25-22, et pour ceux qui regardent pas le volley habituellement, ouais, 25-13 ça fait mal, ouais. Antoine rentre sur la fin du deuxième set, et même si les Français le perdent, l'heure de la révolte a sonné. C'est bateau, mais pour de vrai on y a toujours cru, et c'est paradoxal, mais la Slovénie jouait trop bien. Moi quand je suis rentré, c'est les premiers trucs que je disais, c'est mais les gars, vraiment restez, faut qu'on continue à rester dans le match. On s'accroche parce qu'on peut, mais il y a un moment où ça va basculer. C'est pas possible que... Et puis s'ils jouent comme ça 3-7, et ben bravo à eux, de toute façon il n'y a rien à faire. La France est menée 7-3, puis 18 dans le troisième et potentiel dernier set. Ça semble donc assez mal engagé pour les Français, mais tout va basculer. Un peu plus tard dans le set, la France revient à 10 partout, Jean Patry arrive au service et fait une série de dingues, en commençant par mettre 2 aces, et là le match bascule. Mais quand tu joues aussi bien, le moindre grain de sable peut tout changer. Et vraiment, c'était ça. Je me souviens que le troisième set, bon, Jean, il fait une série de fous, mais ça part d'un soutien qu'ils font pas, qu'ils auraient fait toute la vie pendant 2 sets avant. Un soutien qu'ils font pas, un deuxième qu'ils font pas. Il y a 2 soutiens d'affilée qui font pas, qui étaient faisables et qui font pas. Et ils se regardent et ils se frustrent tout de suite parce que qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce qui se passe là alors que pendant 2 sets, on était injouables? Et du coup, on se dit, tiens, c'est là, quoi. J'aime bien Depuis toujours, j'aime bien reconnaître un peu les tournants du match. Je me trompe souvent, mais il y a des fois où je me trompe pas. Et là, c'est un peu le cas, de se dire que là, ça leur fait mal parce qu'ils jouaient trop bien. Et du coup, nous, après, on s'engouffre et c'est nous qui nous mettons à bien jouer. Et on sert mieux et après, tout va mieux. Mais ouais, c'est bateau, mais on y a toujours cru, on est toujours resté dans le match. La France s'engouffre dans la brèche, Antoine terminera le match en tant que titulaire, et la France remportera le match 3-2. Elle battra également l'Allemagne 3-0 en finale, devant un public allemand abattu, toujours avec Antoine à la passe, et ça y est, la France est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Après un parcours tumultueux en qualification, on aurait espéré un parcours facile jusqu'à la finale des Jeux. Bordel que c'était dur encore! Je vais pas refaire l'intégralité du parcours des Bleus dans ces Jeux Olympiques parce que c'est pas le sujet, mais juste pour vous illustrer un peu ça, la France fait un départ catastrophique en poule, ils sont quasiment sûrs de rentrer à la maison, au final ils s'en sortent, ils affrontent le Brésil à 4h du matin, je me rappelle, on avait commenté le match ensemble sur Twitch, il y avait une centaine de personnes, c'était trop bien, et pour se qualifier et sortir des poules, la France devait minimum gagner 2 sets et sont vraiment passés par la petite porte parce qu'ils ont perdu le match 3-2, donc vraiment c'était tout juste. Mais la France s'en sort, et l'engouement autour de la compétition, de l'équipe de France et du volley va exploser. Et la suite, vous la connaissez. Antoine est titulaire sur les dernières phases des JO, la France se retrouve en finale contre le comité olympique russe, les Français gagnent les 2 premiers sets, puis perdent les 2 suivants, puis au final, à 13-12, Antoine Brizard va faire vibrer la terre entière. Le geste, la première main d'Antoine Brizard sur une recette parfaite d'Engapet. Est-ce que tu as conscience d'avoir marqué les esprits à ce point? En vrai, oui. Maintenant, oui. Enfin, sur ce geste-là, au moment où je le fais, pas du tout. Et si c'était pas à l'époque des réseaux sociaux et tout, je pense beaucoup moins que ce qui s'est passé. Et c'est un truc, on m'en a parlé pendant... Enfin, on m'en parle encore, hein, mais pendant 1 an, quand je voyais des gens qui avaient vu la finale des Jeux, ils me disaient « Ah, génial, incroyable, hein. Et quel geste, c'est vraiment...
Et enfin vraiment, évidemment qu'à ce moment-là, je le fais pas pour ça. Enfin, jamais de la vie, je pense à ça. Mais maintenant, c'est cool. Il a pas tremblé. Et c'est là que tu te dis, le gars, c'est montre-nous, quoi. C'est la sérénité, c'est un peu la folie, c'est un geste qui n'est pas préparé, mais sur le moment, ça paraissait si pur, tu vois. Ça fait du bien à tout le monde, parce que quand il la sort, je pense quand même que nous, les attaquants, on est en mode il va falloir qu'on fasse le point, parce que la balle, elle arrive pour nous, quoi. Et en faisant ça, il décharge tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il prend les devants, il dit, les gars, c'est pas vous qui allez attaquer, c'est moi qui vais la faire. C'est un geste qui est commun dans le volley, faire une deuxième main, mais à ce moment-là du match, prendre cette responsabilité-là, bah, bravo. Ouais, ça nous sort, enfin je sais pas, ça nous sort presque de la pression qu'il soulage, tu vois. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est Antoine soulage, c'est là tu l'avais sur le filet, il éclate, il soulage. Et là, il a vraiment soulagé. Antoine a donc soulagé l'équipe. Et avec cette victoire et en devenant champion olympique pour la première fois de leur histoire, les Bleus ont soulagé la France. Vous l'avez vu ou découvert au cours de cette vidéo, Antoine Brizard est maintenant un passeur de classe mondiale. De joueur un peu timide en club au début, il est devenu le leader charismatique que vous connaissez tous, capitaine dans l'un des meilleurs clubs du monde et pilier de la sélection nationale qui a remporté les Jeux Olympiques de 2021 et qui remportera sûrement ceux de 2024. Il est donc l'un des cadres de l'équipe de France, comme l'est toujours Tonucci d'ailleurs, dont j'admire la mentalité et dont j'ai adoré la réponse quand je lui ai demandé comment il avait vécu cette période des Jeux Olympiques où au cours de la compétition il est plutôt devenu deuxième passeur et où Antoine a joué tous les derniers matchs en tant que titulaire. Forcément, c'est des choses, voilà, c'est des moments importants d'une carrière. Il faut avoir cet état d'esprit d'équipe. L'équipe, c'est le plus important. Je pense qu'Antoine était dans une forme incroyable, surtout je pense qu'il a fait un super quart de finale vraiment contre la Pologne quand il est rentré. Et puis en fait, ça s'est goupillé comme ça, donc voilà. En équipe de France, c'est dans des moments comme ça, tu mets un petit peu ton ego de ton côté, hein. C'est comme ça, tu mets un petit peu ton ego de ton côté et tu penses au groupe, à l'équipe. Et puis le plus important, c'est qu'on soit champion olympique à la fin. C'est ça, on se rappellera de ça toute notre vie. C'est des moments qui sont gravés entre nous. Ça, voilà, on en parlera dans 50 ans et on fera des bouffes, mais c'est clair que c'est ça le plus important en fait, donc moi je le vois comme ça. Mais la dernière chose que je voulais souligner, c'est qu'Antoine Brizard, c'est pas seulement Antoine. Brizard, c'est également Camille, qui fait beaucoup pour que Antoine puisse vivre sa passion à fond et réaliser tous ses rêves en tant que sportif. Être volleyeur à ce niveau-là, je considère que, et on en parlait avec sa maman il y a pas longtemps, il faut être un peu monomaniaque quoi. Il n'y a pas de place pour autre chose que le volley dans sa vie. Et donc je me rendais pas compte de ce que ça allait engendrer comme sacrifice et de pas réussir à trouver facilement un équilibre ensuite, quoi. Parce que c'est une vie qui est super exigeante, et exigeante pour lui, mais exigeante pour moi et du coup pour nous. Et en fait, je me suis vite rendu compte que travailler, c'était difficile. Étudier, il faut un petit peu de temps. Et en fait, comme on ne sait jamais combien de temps on va rester au même endroit, ça me laissait jamais le temps et de connaître des gens et de m'habituer à l'environnement, ni reprendre mes études, c'était compliqué. Et ça, je pense que j'ai mis beaucoup d'années... Enfin, on se construit ensemble et on progresse ensemble. Et je pense qu'on se consacre vraiment, finalement, 100% à sa carrière pour qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il a atteints aujourd'hui, quoi. Même encore aujourd'hui, tout s'articule autour du volley, quoi, de son emploi du temps, les entraînements, les siestes, les repos, les médecins, les interviews. Voilà. C'est regarder des matchs tout le temps, parce qu'il va regarder tous les matchs de tous les âges, de toutes les années. Il va regarder des matchs des années 80 où ils avaient encore les shorts hyper hauts. Il va regarder des matchs de jeunes dans des gymnases pourris de je sais pas où. Plusieurs divisions de tous les championnats possibles. Enfin, le volley, c'est sa personne. Enfin, on ne peut pas séparer Antoine du volley, quoi. C'est indissociable. Et pour avoir ce niveau-là, en fait, je pense que lui, il ne fait que du sport et moi, je fais tout le reste. Donc on est une équipe, on a eu de bons résultats, je pense. Donc quand il gagne les JO, j'ai une grosse émotion, mais parce que je sens que pour lui, c'était un accomplissement et même pour moi. Et je dis souvent que je suis championne olympique de volley masculin et c'est quand même assez rare. Parce que c'est un accomplissement, c'est énormément de travail, énormément de sacrifices.
Et il a réussi, on a réussi quoi. Quand j'ai proposé ce projet à Antoine, je me rappellerai toute ma vie de la discussion que j'ai eue avec lui en Italie. Je lui ai demandé bien sûr si je pouvais interroger ses proches, si ça le dérangeait pas, et je lui ai demandé qui est-ce que j'avais le droit d'interroger ou pas, mais sans lui dire les personnes que j'avais en tête, parce que je voulais vraiment que ça soit une surprise. Et il m'a dit mot pour mot, tu peux interroger qui tu veux, mais ma femme voudra jamais. Bon désolé Antoine, forcé de constater que tu t'es trompé, mais du coup j'espère que la surprise t'aura plu. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir dans la vidéo, mais Camille ça m'a vraiment touché parce que c'était la première interview qu'elle faisait, et la première interview qu'elle a acceptée, en général elle refuse. Et voilà, c'est une grande preuve de confiance de la part de toutes les personnes qui sont intervenues dedans, et pour être honnête, ça me touche beaucoup. Ah, on va chialer les mecs, c'est comme ça, je suis désolé. Et d'ailleurs, mes documentaires, je les termine toujours de la même manière. C'est toutes les personnes qui sont dans la vidéo, à qui j'ai posé une seule et même question. Si t'avais un message à faire passer à Antoine, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais avant ça, j'ai 3 petits trucs à dire. Déjà, premièrement, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, identifiez votre frère, votre soeur, j'en sais rien. Faites péter cette vidéo qui m'a demandé mais tellement de travail. Deuxième chose, à la fin de cette vidéo, je mettrai un passage brut de l'interview que j'ai tournée avec Antoine en décembre. On parlait des Jeux Olympiques de 2024, ça rentrait pas dans le documentaire parce que le documentaire je veux qu'il soit intemporel, mais je trouverais ça dommage de pas exploiter cette partie d'interview, donc je vous la mets à la fin de la vidéo. Et enfin sur le 3e point, là Antoine, je m'adresse directement à toi, merci beaucoup pour ta confiance, vraiment. Je lui ai déjà dit en vrai et par message aussi, mais je trouve ça bien de le dire publiquement aussi. Je vais pas faire genre, je vais pas mentir, on se parle pas tous les jours, mais c'est quelqu'un que j'apprécie humainement, et le fait que toi Antoine tu m'aies autorisé à interroger tes proches, qu'on ait passé la soirée ensemble aussi avec Clem, Babar et sa copine après, et comme je disais un peu avant, c'est une preuve de confiance, et vraiment ça me touche. Et si je dis publiquement qu'on a mangé ensemble avec Antoine Brizard et Barthélémy Chinignezé, c'est pas pour faire la star, je déteste les mecs qui flexent en disant ouais j'ai passé la soirée avec un tel, mais c'était tout simplement pour vous spoiler le prochain documentaire. Bref, c'est la fin de ce que j'ai écrit, j'ai aucune idée de la durée que va faire la vidéo, mais je vais la fermer parce que j'imagine que c'est déjà très long. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas, hein, comme je vous disais, à mettre un petit support, un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Je vous laisse avec le passage d'interview sur les JO de Paris 2024 en fin de vidéo, et bien sûr tout de suite, le message des intervenants pour Antoine. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao. Si t'avais un message à faire passer à Antoine, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dois regarder la caméra en mode romantique là. Antoine, s'il te plaît, va chez le coiffeur. Quoi. Je dirais... rigole un peu des mauvaises blagues de temps en temps. C'est marrant. Des fois, il aime pas les mauvaises blagues, mais des fois, c'est drôle. Et je lui dirais Antoine. Non, il comprendra. Antoine. Ben non, mais Antoine, c'est un super gars. Il faut que tu continues d'être pareil, mon gars. Faut que tu continues à balancer les ballons derrière en deux. Parce qu'on aime ça, nous, derrière. Et continue à nous sortir ta belle quéquette quand il faut. Oh, le bof. J'aurais malheureusement pas d'image d'illustration, mais je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux pour tout le monde. Bah écoute, Antoine, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et vraiment, je souhaite qu'on vive un été 2024 comme on a vécu un été 2021. Et qu'on sortira de cette édition à Paris avec une belle médaille. Puis voilà, change pas, continue à être le vainqueur que t'es, et compétiteur et le leader que t'es aussi. Et sur le terrain, ça fait du bien, quoi. Moi je dirais à Antoine d'être lui-même, de savoir que c'est une bonne personne, qu'il est bienveillant par rapport à ses joueurs, son groupe, à les gens qui comptent beaucoup pour lui. Kouz, je te kiffe. Le message est fini, hein. J'ai pas grand chose à dire. Il le sait à quel point je le respecte, il sait à quel point j'aime Camille, j'aime sa famille, il le sait. Juste beaucoup de respect pour le joueur qu'il est. Et appelle-moi de temps en temps, c'est bizarre. On est potos, mais on se parle pas. Là, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, Antoine, je pense beaucoup à ton arrivée au club parce que moi, en tant qu'entraîneur, maintenant, je me sens un jeune entraîneur et que j'ai besoin aussi d'aller chercher la confiance auprès d'autres personnes. Et là, maintenant, il peut être sûr que j'apprends énormément de choses en regardant ses matchs, en regardant lui sur le terrain et à chaque fois qu'on a la possibilité de discuter, de se voir, il peut être sûr qu'aujourd'hui, il est en train de me rendre un peu tout ce qu'on avait partagé et j'apprends énormément de choses avec lui aussi. Et qu'aujourd'hui, vraiment, je suis très, très fier d'avoir participé un peu
et de connaître lui, d'avoir eu la possibilité de jouer avec lui pendant une saison. Là où je suis excessivement fier, c'est qu'il se donne à fond dans son boulot. Ok, il a vécu son rêve à fond, il est champion olympique. Enfin, je veux dire, quel sportif n'a pas rêvé d'être champion olympique? Donc peut-être que c'est l'accomplissement de sa passion, j'en sais rien. Peut-être qu'il a d'autres objectifs. Mais je me dis que dans la manière dont il gère sa carrière, il se donne les moyens d'être dans les meilleurs. Un message, écoute, oui, un message de grande fierté pour le parcours accompli, et puis surtout qu'il garde cette capacité à partager avec les gens avec lesquels il joue, parce que je trouve qu'il a une générosité quand il joue, et je suis très fière de ça. En tant qu'homme, je trouve que c'est chouette d'être capable de donner comme ça. Il n'est pas toujours enfin, un passeur n'est pas toujours dans la lumière, mais je crois qu'Antoine, c'est pas ça qui l'intéresse, quoi. Il est capable de faire briller les autres, donc je lui dis, voilà ce que je voudrais lui dire, oui, c'est que je suis fière qu'il soit capable de ça, de ce don, de ce partage. D'un point de vue familial, je suis fier qu'il ait réussi ça. Après, j'ai l'impression qu'il ait accompli aussi en tant qu'homme en faisant ça, en ayant trouvé Camille aussi. Enfin voilà, je pense qu'il a trouvé un équilibre de vie qui fait que. Donc on verra où ça l'amène enfin vers la fin de sa carrière. Ça sera une étape différente, mais en tout cas dans le cadre de son sport, je me dis que bon, je suis fier en tout cas. Et puis qu'il continue comme il le fait si bien, avec son beau sourire, qui nous fait craquer. Je dirais merci. J'aime notre vie, j'adore passer du temps avec lui. On est super complices. Et on continue. Donc les JO, c'est dur avant, c'est dur pendant. Là, tu t'es déjà beaucoup exprimé là-dessus, mais je pense que les gens ont du mal à comprendre pourquoi c'est dur. Genre, qu'est-ce qui fait que c'est dur à ce point? Déjà, c'est dense. Il y a des équipes, notre poule au jeu, c'était n'importe quoi. C'est les États-Unis qui sortent pas de la poule, donc c'est fou quand même. C'est dur parce que, contrairement à toutes les autres compétitions qu'on fait, où on fait les championnats du monde de volley, tout est fait pour le volley et tout est organisé pour nous. Les jeux, on fait donc, la compétition la plus incroyable que tu puisses jouer dans un contexte où t'es personne. T'es dans le village, personne te connaît, tout le monde s'en fout de toi. C'est organisé comme c'est organisé. Donc à Tokyo, c'était bien, mais il n'empêche que tu restes à avoir une salle d'entraînement à 1 heure du village, à jouer à des horaires pas possibles. Tu finis à minuit, tu rentres au village à 1 heure, il faut que tu ailles au self, machin, tu manges, tu es dans ta chambre, il est 2 heures minimum, tu fais les soins, tu as plein d'adrénaline, tu dors à 4 heures, tu te réveilles à 10, tu vas à l'entraînement, tu fais les soins un peu machin, tu essaies de te coucher tôt pour le match du surlendemain et tu recommences. Et vraiment, j'ai fini les jeux, j'étais dans un état, bon après on a réussi à tenir avec l'adrénaline, vraiment après la demi-finale, j'étais dans un état de physique, je me suis jamais senti comme ça. Et j'ai commencé la finale en me disant mais comment je vais faire? Ça va parce que tu te rends compte de ce qui se passe et t'es plein d'adrénaline, mais sans l'adrénaline, vraiment t'es une serpillière. Et les jeux, c'est aussi dur après? Parce que c'est dur avant, c'est dur pendant, c'est dur après. Vous devez défendre votre titre olympique. Enfin, vous devez pas, mais... Non, bien sûr. Et en plus, à domicile. Est-ce qu'on n'a pas peur un peu du trop-plein d'engouement qui générait de la pression? C'est à la maison, il faut défendre le titre. Il y a des attentes, mais est-ce que ça joue pas un peu négativement? Franchement, je pense pas. On verra. C'est dur à dire maintenant, parce que ça va on va s'en rendre compte tard. Mais non, je pense pas. Après, comme on dit, la pression est un privilège. Donc, je préfère qu'on ait gagné les jeux, qu'on ait plus de pression que l'inverse. Vainqueur des JO, de la CEV Cup, de la Coupe d'Italie, j'en ai sûrement oublié, toutes les VNL, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Double vainqueur des JO. Ouais, si, déjà une médaille, ce serait fou. Et gagner le Scudetto, j'aimerais bien. T'es né en 94. Ouais. Les 30 ans, ça approche très vite. Ouais. Pour les Jeux, d'ailleurs. Ouais. Tu penses déjà à ta fin de carrière? Et si t'y penses, ça serait quoi, l'après Antoine Brizard? L'après, j'en ai aucune idée, très sincèrement. Je sais pas. J'aimerais rester pas très loin du volley, mais pas coach et tout, donc je sais pas. Et ouais, ça me fait un peu peur, mais c'est encore loin, donc tranquille. J'espère jouer le plus tard possible. Qu'est-ce qui se passera pour Antoine Brizard lors de sa crise de la quarantaine? Peut-être je jouerai encore, hein. Qui sait?
se passera pas grand-chose, je pense. C'est vrai? Ouais. Tu ne vois pas reprendre une raquette de tennis et... Ah si, ça c'est sûr. Ah ouais. Je jouerai au golf, je ferai plein de sports. Et ma femme, elle m'insultera parce que j'aurai encore des douleurs et je serai pas préparé comme maintenant. Le problème, c'est que tu vas prendre des inflammatoires pour jouer en Régional 2 de golf. Ouais. Au golf, j'espère pas, mais ouais, non, c'est sûr. Et le mot de la fin, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué, que tu voudrais rajouter? Non, un truc, on en a un peu parlé déjà à un moment, enfin, ou dans une interview avant. Pas oublier que je suis pas tout seul et que merci à tous mes proches et tous ceux qui font des sacrifices pour que vous me voyez à la télé, mais il y a plein d'autres choses avant et plein de sacrifices à faire avant, par d'autres gens aussi, pas que par moi, et ça, j'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci à toi. On est dans les temps, il est 9. Je me casse.